Chapitre sur les suites en première S, l'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Une suite, qu'est-ce que c'est? Une suite, c'est une suite de nombres, donc c'est une liste de nombres, 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11 par exemple, etc. Mais ce n'est pas forcément que des nombres entiers, ça peut être des nombres réels. Donc 2, 3, 8, 22, 15, pi, moins 3, etc. Voilà. Cette liste, elle commence donc par un premier terme, suivi d'un second, etc. Comment définit-on une suite? Eh bien, c'est une fonction, mais une fonction particulière. Au lieu que les antécédents soient des nombres réels, eh bien, ce sont des entiers naturels. Donc, une suite est une fonction dont les antécédents sont des entiers naturels. Le domaine de définition d'une fonction est inclus dans R, et le domaine de définition d'une suite, lui, est inclus dans les entiers naturels. Et les valeurs sont comme pour les fonctions, les images sont des réels. L'antécédent, on le note pour les fonctions x, et pour le différencier donc des fonctions, pour les suites, l'antécédent sera noté n. Ce qui correspond bien, hein, ça nous indique, ça permet de souvenir que c'est des entiers naturels. L'image, l'image par une fonction, donc normalement c'est f de x. Donc on va noter l'image, ça serait u de n, u parenthèse n. Eh bien, encore une fois, pour différencier les suites des fonctions, on va noter différemment, c'est-à-dire qu'on va mettre n en indice au lieu de le mettre entre parenthèses. Et on dira u de n ou u indice n. Une suite est donc une fonction dont les antécédents sont des entiers naturels. Voyons sur un tableau, ici, la suite, le premier terme étant 2, deuxième 3, troisième 8, etc. Le rang est ici, sur cette ligne, on met le rang de la suite. Qu'est-ce que ça signifie? Le rang, en fait, c'est la valeur donc de n. Si n vaut 1, alors c'est le rang 1. Donc le premier terme ici, c'est U1. Le second, U3, le troisième U8, etc. Mais on aurait très bien pu commencer par 0, par le rang 0. n égale 0. Ainsi, le premier terme serait U0. Donc vous voyez, on peut en fait commencer une suite par, par U3, U2, par n'importe quel rang. Mais si on commence par U4, ça sera, U4 sera le premier terme, puisqu'on commence par U4. Voyons les suites définies de façon explicite. Une fonction se définit en règle générale, c'est une relation entre l'image f de x et une expression avec x. De la même façon, on peut définir une suite avec une expression qui sera fonction, cette fois-ci non pas de x, mais de n. Donc en fait, on peut voir un défini comme une fonction. La valeur de n permet donc de calculer le nème terme. Si un est égal à moins 3n plus 5, il est fonction, ce terme, le terme général un est fonction de n. On retrouve une fonction affine, moins 3x plus 5, sauf que ici, c'est défini pour tout n supérieur ou égal à 0. Alors que pour une fonction affine classique, elle est définie sur R. U0 vaut 5, il suffit de remplacer
n par 0, U1 vaut 2 et U2 vaut moins 1. Si on trace la fonction affine, donc définie sur R, on a ceci. En ordonnée, on a les images et en abscisse, donc les antécédents. C'est-à-dire pour x en antécédent, on a f de x en image, en ordonnée. Ainsi, pour les suites, on a quasiment la même chose, sauf que ce n'est que pour les entiers, que pour des antécédents entiers. Ainsi, pour 0, on aura f de 0, c'est-à-dire la même image que pour la fonction. Ainsi, tous les points, tous les termes de la suite sont sur la droite, évidemment, mais que pour des valeurs entières de x. Pour 0, on a eu 0. Pour 1, on a eu 1, qui correspond à notre f de 1, à l'image de 1 par f. Pour 2, on a u de 2, qui correspond à l'image de 2 par f, f de 2. Et pour u3, on a f de 3, qui correspond à l'image de 3 par f. Ainsi, si on enlève la droite, on a représenté ici les points dont les ordonnées sont les termes de la suite. Donc on retrouve les termes de la suite sur l'axe des ordonnées. En représentant cet axe horizontalement, on a ici les valeurs de la suite représentées. Un autre exemple, ici, une suite Vn, donc de terme général Vn, définie de façon explicite par 2 sur n-1. Définie de façon explicite, c'est-à-dire comme une fonction de x, mais au lieu que ce soit x, c'est n. Ici, on a pris pour n strictement supérieur à 1, ce qui veut dire que on commence à partir de n égale 2, c'est-à-dire du rang 2. Donc le premier terme, c'est v de 2. Pour n égale 2, on a donc f de 2 qui vaut 2. F de 3 vaut 1, etc. La représentation graphique de la fonction définie sur R privé de 1, puisqu'ici le dénominateur ne peut pas s'annuler, on devrait mettre ici une barre, et donc on a une fonction qui est représentée de cette façon. Les termes de la suite, eh bien, on commence par 2. Donc les termes, on les a en s'appuyant, en servant de la courbe. Donc pour 2, l'image de 2 par la fonction, c'est f de 2. Et le point est ici, et l'image est ici, et c'est v de 2. Pour 3, le point correspondant à la fonction est ici, et donc f de 3 correspond à notre deuxième terme, qui est le terme de la suite v de rang 3, c'est-à-dire v3. Pour le quatrième, pour n égale 4, on a donc f de 4 qui correspond à notre terme v4. Voilà les points qui correspondent à la suite. Ici, représenté donc sur l'axe des ordonnées, encore une fois, les termes de la suite. Représentés autrement, donc sur un axe orienté, on a ici les termes de la suite, et on voit ici V2, V3, V4, c'est décroissant. Avant de parler de la croissance et décroissance des suites, parlons de suites définies par récurrence. Qu'est-ce que c'est qu'une suite définie par récurrence? Eh bien, c'est une suite dont on va dire
comment on passe d'un terme au suivant. Ici, on passe d'un terme au suivant en ajoutant 2. On le traduit mathématiquement par cette relation. Il faut, quand on définit une suite par récurrence, donner un premier terme. Ici, ça va être U0 égale 5. Donc si on a le premier terme, alors on a le suivant qui est U1 en ajoutant 2. C'est égal à 7. Et ainsi de suite. On ajoute 2 pour passer au suivant à chaque fois. Plus 2, plus 2, plus 2. Cette relation, on l'appelle la relation de récurrence. Et cette relation de récurrence, on la définit donc aussi à partir du rang 0, pour n supérieur ou égal à 0. Cette relation de récurrence, en fait, c'est une fonction du terme précédent, un. Et comme ici cette relation de récurrence est définie à partir de 0, le premier terme sera U0. Si on avait défini donc une relation de récurrence à partir ici du rang 3, puisque c'est strictement supérieur à 2, le premier terme serait U3. Ainsi, avec la même relation de récurrence, on peut définir plusieurs suites. Voyons pourquoi. Voyons une relation de récurrence qui est définie pour tout n supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que on commence au rang 1, on passe d'un terme au suivant en appliquant cette relation. Le premier terme est donc V de 1. Donc on a dit, il faut, une fois qu'on a une relation de récurrence, pour que la suite soit définie entièrement, il faut donner une valeur au premier terme. Mais si on donne V1 est égal à 0, puisque c'est le premier terme, V1 est égal à 0. Alors la suite Vn, ça va être quoi? Bien, si on applique cette relation à V1, donc on a 0, ensuite 3 fois 0, ça fait 0, moins 2, donc le terme suivant c'est moins 2, et etc. Si on met maintenant, on dit que V1 est égal à 1. La suite Vn, c'est donc 1, 1 fois 3, 3, moins 2, 1. Et on aura encore 1, et etc. Donc c'est une suite constante. Si maintenant on donne la valeur moins 1 au premier terme, V1, alors la suite Vn c'est moins 1, et moins 1 fois 3, moins 2, moins 5, et etc. Vous voyez que on a une suite différente, même si on a la même relation de récurrence, la suite n'est pas la même, elle dépend de la valeur du premier terme. Voyons maintenant le sens de variation d'une suite. On a étudié donc cette année la fonction dérivée. Or, une suite, c'est une fonction. Donc on pourrait se dire, et si on utilisait la dérivée pour déterminer le sens de variation d'une suite? Réfléchissons un peu. La dérivée, c'est en fait une limite d'un taux d'accroissement. Ah, et une limite. Alors, il faudrait, si on cherchait la dérivée en 1, par exemple, il faudrait faire tendre x vers 1. Donc ça, pour une fonction, c'est possible, puisqu'il y a des x tout autour de 1. Mais pour une suite, eh bien, il n'y a pas de valeur ici, puisqu'on n'a que des valeurs entières. Donc on ne peut pas se rapprocher de 1. Donc on ne peut pas parler de limite pour une suite en un point. Ainsi, on ne pourra pas parler de dérivée en un point. Donc on ne pourra pas parler de fonction dérivée.
Et si on ne peut pas parler de fonction dérivée, on ne peut pas étudier le sens de variation à partir de la dérivée. Donc on ne pourra pas utiliser ce qu'on a utilisé cette année pour les fonctions. Bien, eh bien, il faut trouver autre chose. On va revenir à la définition du sens de variation et comment on étudiait le sens de variation avant, et notamment en seconde. Donc on posait x2 supérieur à x1 et on étudiait le signe des images par f. F de x2 moins f de x1. S'il est positif, alors on conservait le sens, donc la fonction est croissante. Et si c'est négatif, alors la fonction est décroissante. Et ça, pour x1, x2 appartenant à un intervalle. Bien. Que se passe-t-il pour une suite? Eh bien, on a forcément ici x2, n plus 1, qui est supérieur à n, x1. Donc ça, on n'a pas besoin de le préciser. Quant aux images, l'image de n plus 1, c'est u n plus 1, et l'image de n, c'est un. Donc cette fois-ci, la différence des images, ça va être en fait la différence des termes un plus 1 et un. Donc cette fois-ci, pour avoir le sens de variation, on va juste étudier la différence un plus 1 moins un. Si cette différence est positive, alors la suite est croissante. Et si cette différence est négative, alors la suite est décroissante. Bien sûr, si elle est strictement positive, alors la suite est strictement croissante. Si elle est égale à 0, alors la suite est constante. Et strictement négative, la suite est strictement décroissante. Donc le cas général sera d'étudier le signe de la différence un plus 1 moins un. Un cas particulier, maintenant, c'est, imaginons donc, on veut savoir si un plus 1 est supérieur ou égal à un. Donc tout à l'heure, on a retranché à droite un, donc à gauche aussi, et donc on a obtenu un plus 1, c'était équivalent à un plus 1 moins un, supérieur ou égal à 0. Bien. Cette fois-ci, on va diviser par un. Et on va dire que c'est équivalent à un plus 1 sur un, et ici, supérieur ou égal à 1. Mais attention, on ne peut le faire, on aura cette relation que si un est strictement positif. Alors positif, parce que sinon on changerait le sens de l'inégalité, et différent de 0, parce que sinon on ne pourrait pas écrire le quotient. Donc c'est une condition importante pour utiliser cela. Donc si on a cette condition, alors on pourra, pour étudier le sens de variation, comparer le quotient un plus 1 sur un à 1. Seulement, ce cas particulier, bien sûr qu'il a un intérêt pour certaines suites. Mais je considère que souvent l'élève a tendance à oublier qu'il faut qu'il vérifie que tous les termes sont strictement positifs. Et on verra dans la partie exercice, dans la partie savoir-faire et rédiger, dans la deuxième vidéo, que, eh bien, on peut quand même facilement utiliser ici l'étude du signe de la différence. Même si a priori ça semble plus facile comme ça. Donc, retenez qu'une chose, à mon avis, c'est celle-là. Ensuite, voyons un théorème donc, qui est lié au sens de variation et aux suites définies de façon explicite.
Si f est strictement monotone sur un intervalle, alors la suite un définie à partir de A varie dans le même sens. Ici représenter la fonction de x. Donc les UN sont représentés en orange. Ici. Alors ce n'est pas les UN, hein, mais c'est les points d'abscisse n et d'ordonnée UN. Hein. Les UN sont représentés, sont sur l'axe des ordonnées en fait, les valeurs de la suite. Donc f, la fonction définie sur R, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ici, sur 0 plus l'infini, la courbe bleue est croissante. Alors, la suite, définie à partir de 0, est strictement croissante aussi. Pour l'autre exemple que l'on avait vu, donc ici on rappelle que l'on aurait une droite verticale, puisqu'elle n'est pas définie en 1. Donc on a deux parties de courbe, ici et ici. Elle est décroissante donc à partir, est strictement décroissante à partir de 1, 1 exclu, puisqu'elle n'est pas définie en 1. Alors f est aussi décroissante à partir de 2 inclus. Pourquoi je dis ça? Parce que notre suite Vn était définie à partir de 2. Alors, la suite Vn définie à partir de 2 est strictement décroissante. Attention, la réciproque n'est pas vraie. La réciproque, c'est quoi? Si la suite est décroissante, alors f est décroissante. Eh bien non, on peut avoir ceci. Et là, on a une fonction qui passe par les points, mais qui n'est pas strictement décroissante. Ainsi, si notre suite est définie de façon explicite, on pourra s'appuyer donc sur la fonction L définie sur R, f de x, dériver f de x, et pour obtenir donc le tableau de variation de f, dans lequel on aura des flèches vers le bas et des flèches vers le haut, qui signifieront que la fonction, dans quel intervalle la fonction est strictement croissante ou strictement décroissante. Et à ce moment-là, on pourra, dans chacun des intervalles, appliquer ce théorème et dire quand est-ce que la suite est croissante, strictement croissante ou strictement décroissante. Donc pour l'instant, tout ce qu'on a vu, ce sont, que ce soit la croissance, la définition d'une suite, de façon explicite ou par récurrence, c'est dans le cas général. Donc dans le cas général, on pourra étudier la croissance d'une suite. Maintenant, parlons de cas particuliers que sont les suites arithmétiques. Qu'est-ce qu'une suite arithmétique? Eh bien, c'est une suite qui a pour relation de récurrence celle-ci. Un plus 1 est égal à un plus r. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Que l'on passe d'un terme au suivant en ajoutant r, c'est-à-dire un nombre réel, et toujours le même. Ce nombre, on va l'appeler la raison. Exemple, soit la suite arithmétique de raison 2, et on a vu que pour définir une suite, il faut définir aussi son premier terme. En ayant la raison, on a la relation de récurrence, en effet. Un plus 1 est égal à un plus 2, puisque la raison est 2. Mais il faut aussi définir son premier terme, c'est-à-dire que ici, ce sera u0 est égal à moins 2, la valeur du premier terme. Ainsi, la suite est définie à partir de 0, son premier terme c'est moins 2, et on passe de l'un à l'autre en ajoutant 2. Donc ça fait 0, plus 2, 2, plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8. Hein, on ajoute toujours la même chose. Voilà.
Alors, voyons si on peut trouver une forme explicite à une suite arithmétique. Forme explicite, c'est-à-dire l'écrire comme une fonction de n. Donc, on passe de U0 à U1 en ajoutant R. De U0 à U2 en ajoutant 2R, du coup. À U3 en ajoutant 3R, etc. à UN en ajoutant NR. Ainsi, on a cette relation. Allons plus loin. Maintenant, si on ne part pas de U0, mais de U1, eh bien, pour avoir U3, il faudra ajouter 2R. On a U1, U3 et 2R. U4, 3R. À partir de U1. Et on voit, qu'est-ce que l'on a ici, hein, qu'on pourrait écrire pour UN, c'est égal à U1 plus N-1 R. Eh bien, on va pouvoir donner une relation que j'appelle fondamentale, puisqu'elle va permettre de retrouver les autres, et elle sera de la forme, donc quel que soit ici le rang par lequel on commence, on aura cette relation, c'est-à-dire UN est égal à UP plus N-P R. Alors comment retenir cette relation? Eh bien c'est facile, on écrit toujours UN en premier, égal, ensuite UP, et plus, puisque c'est une suite arithmétique, ce sera plus, quoi? La différence des deux, N-P, ici, des deux indices, N-P, multiplié par la raison. Évidemment, si on prend P égale 0, on retrouve la relation de tout à l'heure. P égale 1, pareil. En pratique, eh bien, UP aura une valeur, ce sera un nombre. 3 par exemple. N, c'est la variable. P, ça sera, ben, pourquoi pas, 2. Et R, ce sera un nombre aussi. Donc ceci sera bien une fonction de n. Donc UN sera défini comme une fonction de n. Donc cette relation fondamentale nous donne aussi la forme explicite de la suite. Et elle permet en plus de calculer n'importe quel terme à partir d'un autre terme de la suite. On peut calculer U10 à partir de U3. Puisqu'ici on aura 10-3, 7 fois la raison que l'on connaît. Bien. Maintenant, les suites géométriques qui sont d'autres cas particuliers. Cette fois-ci, les suites géométriques, elles sont définies donc par la relation de récurrence, qui est la suivante, un plus 1 est égal à un fois q. Q est toujours la raison, mais cette fois-ci d'une suite géométrique, donc ici on multiplie par q. Ça veut dire qu'on passe d'un terme au suivant, non pas en ajoutant la raison, comme pour une suite arithmétique, mais en multipliant par la raison. Vous noterez que pour bien distinguer les deux raisons, on note R pour la suite arithmétique et Q pour la suite géométrique. Donc, pour une suite géométrique, on passe de l'un au suivant en multipliant toujours par le même nombre. Dans cet exemple, donc si on prend une suite géométrique de raison moins 3, ça veut dire qu'on va passer de l'un au suivant en multipliant par moins 3, et le premier terme U0 est égal à moins 2, donc là on a défini parfaitement notre suite géométrique, parce qu'il nous faut un premier terme. Donc notre suite, elle est définie
à partir de 0, son premier terme c'est moins 2, et on passe au suivant en multipliant par moins 3, on obtient 6. En multipliant encore par moins 3, on obtient moins 18. En multipliant par moins 3, on obtient 54. En multipliant par moins 3, on obtient moins 162, etc. On va obtenir le même genre de relation que pour les suites arithmétiques, c'est-à-dire le même genre de forme explicite, donc que l'on peut retrouver en faisant ce genre de dessin. Ici, U0, on passe à U1 en multipliant par 1, etc. Donc U0, on a multiplié par Q n fois, donc c'est Q puissance n cette fois-ci, puisque c'est fois Q, fois Q, fois Q, fois Q, n fois. Donc c'est Q puissance n. Et dans le cas général, donc on a la relation fondamentale, UN est égal à UP multiplié par Q puissance n moins P. Faites bien le lien avec la relation fondamentale d'une suite arithmétique, où dans la suite arithmétique ici on a un plus au lieu d'avoir un multiplié. Et le n-p n'est pas en puissance pour une suite arithmétique, mais en facteur. Donc c'est quasiment la même chose. Donc c'est facile à retenir. Et donc cette relation fondamentale, c'est la forme explicite des suites géométriques. Voyons la somme des termes d'une suite arithmétique. Tout d'abord, commençons par un cas particulier, la suite de premier terme 1 et de raison 1. C'est-à-dire qu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant 1. Et en effet, on a 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. n-1, n. Eh bien, on va utiliser une astuce pour pouvoir calculer cette somme. Celle-ci. On va écrire tout simplement dans l'autre sens. C'est-à-dire commencer par le dernier, n plus n-1 jusqu'au premier plus 1. Puis, on va faire la somme membre à membre. Donc là, à gauche, on obtient 2s, puis on va regrouper par chaque membre de la somme, terme de la somme, ici, et on a n plus 1, là, n plus 1 aussi, n plus 1 à chaque fois, etc., n plus 1, n plus 1. Combien de fois on a n plus 1 là? N fois. Donc 2s sera égal à n facteur de n plus 1. On en déduit donc la somme, c'est la moitié de n facteur de n plus 1. Bien, ce résultat va nous servir pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique quelconque. En effet, si on appelle cette somme S', donc U0 plus U1 plus UN, etc., U0, on le laisse, U1 c'est U0 plus R, U2 c'est U0 plus 2R, jusqu'à UN c'est U0 plus NR. Ainsi, si on ajoute tous les U0, on en a N plus 1, puisqu'il y en a 1 à N, plus le U0 de départ. Donc ça fait N plus 1. Et ensuite, on a R plus 2R plus etc. plus NR. Si on met en facteur R, on obtient cette relation. Et on retrouve ici notre somme S, que l'on remplace par la valeur qu'on en a trouvée. On met en facteur n plus 1, on obtient ceci, et on peut écrire après sous cette forme. Eh bien, on peut encore écrire, c'est U0 plus U0, hein, puisqu'on a deux fois U0, plus NR. Or, U0 plus NR, c'est UN. Donc, la somme des termes d'une suite arithmétique s'écrit comme ceci. Qu'est-ce qu'on a? Et pour le retenir, c'est assez simple. N plus 1, c'est le nombre de termes, en effet. Comment on va compter le nombre de termes? Eh bien, de U1 à N, on a de 1 à N termes, c'est-à-dire N termes, plus 1. Donc on a ici le nombre de termes.
ici c'est le premier, là le dernier, et tout divisé par 2. Donc on dira en fait c'est le nombre de termes multiplié par la moyenne du premier et du dernier terme. Maintenant pour une suite géométrique. Donc la somme s'écrit de cette façon. On va encore appliquer une autre astuce. On va multiplier par Q à gauche et à droite et on obtient ceci. Si l'on fait la différence membre à membre, on obtient un moins Q facteur de S. Les Q, il y a beaucoup de termes qui s'éliminent et il reste 1 moins Q puissance n plus 1. Ainsi, n plus 1 est toujours le nombre de termes et on obtient donc la relation si Q est différent de 1, parce que sinon on ne peut pas diviser ici par 1 moins Q, on obtient que la somme est égale à 1 moins Q puissance le nombre de termes sur 1 moins Q. Maintenant que l'on a vu ce cas particulier, voyons le cas général. Donc ici, la somme des termes d'une suite géométrique. On peut écrire comme tout à l'heure pour une suite arithmétique, donc ceci. Mettre en facteur U0, on retrouve la somme de notre suite géométrique particulière de tout à l'heure. Et donc, si Q est différent de 0, alors la somme, ça devient U0 multiplié par 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Une petite remarque, évidemment, si Q est égal à 1, qu'est-ce qu'on a comme suite? C'est une suite géométrique définie par une relation de récurrence qui est un plus 1 est égal à un fois 1. C'est-à-dire qu'on passe d'un terme au suivant en multipliant par 1. Mais ça veut dire que la fonction, la suite est constante. Donc si Q est égal à 1, la suite est constante. Ainsi, c'est facile de calculer la somme des termes. Donc la somme des termes, ce sera U0 plus U0 plus U0 plus U0, n plus une fois. Donc ce sera U0 facteur de n plus 1. Donc voilà en résumé le cas général. Hein. Donc on retiendra la formule sous cette forme, c'est le premier terme multiplié par 1 moins Q puissance le nombre de termes sur 1 moins Q. Parlons des majorants et minorants. Donc majorant d'une suite, c'est tout nombre qui lui est supérieur, et minorant des termes d'une suite, c'est tout nombre qui leur est inférieur. On a vu tout à l'heure que parler de limite pour une suite, c'est un peu délicat, et surtout parler de limite en un point, en un nombre. Ici, en fait, on va voir qu'on peut parler que d'une seule limite pour une suite, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Donc pour une suite, on pourrait presque ne pas écrire ça, puisque c'est forcément ça. Bien. Voyons pour la suite définie explicitement par un est égal à n carré. Ici, un tableau de valeurs. Pour le rang 0, on a 0, etc., 6, 36. Si on continue, on obtient toujours une grande valeur. C'est de plus en plus grand. La limite de cette suite sera donc une limite de référence à connaître. Alors comment intuitivement on peut retrouver la valeur de cette limite? Eh bien, si on considère que plus l'infini, c'est quelque chose de très grand, puisqu'il y a l'infini,
est positif. Le carré d'un nombre très grand positif, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un nombre très grand positif. Donc voilà, on pourrait écrire que la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Pour le retrouver aussi, si vous avez un doute, vous pouvez très bien, à la machine, prendre une valeur de n très grande, 10 puissance 10, et voir si ça donne une valeur très grande ou très petite, ou un nombre fini, voilà. Et donc c'est en regardant l'ordre de grandeur que vous serez fixé sur la valeur de cette limite. Évidemment, on l'a vu, hein, pour 10 puissance 10, on aura 10 puissance 20. Et 10 puissance 20, c'est très grand, donc ça sera, vous mettrez l'infini et positif, donc plus l'infini. Graphiquement, ça donne ce genre de courbe. On reconnaît la parabole ici. Voilà. Donc les termes de la suite sont là. Si on met une barrière ici, 10, eh bien à partir ici d'un certain rang, c'est-à-dire du rang 4, on a tous les termes de la suite qui sont au-dessus. Pour 90, on a tous les termes de la suite à partir de ce rang-là qui vont être au-dessus. C'est comme ça qu'on va définir mathématiquement la limite en plus l'infini. C'est-à-dire que pour a aussi grand que l'on veut, ici notre barrière, on peut la monter aussi haut que l'on veut, eh bien, à partir d'un certain rang, il y aura une infinité, tous les termes seront au-dessus de cette barrière. Et à ce moment-là, on pourra dire que la limite est plus l'infini. Pour 1 sur n, donc toujours pareil, n tend vers plus l'infini très grand positif. L'inverse d'un nombre très grand positif, eh bien l'inverse d'un nombre très grand, c'est un nombre très petit. Positif, ça reste positif. Et très petit, attention, quand je parle de très grand ou de très petit, puisque je distingue en fait quoi? Je distingue la distance à 0 du signe. Donc très petit, ça veut dire c'est 0. On va le symboliser par le 0. Donc quand on parlera de limite 0, dans notre tête, ce sera très petit positif. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin de rajouter, hein, puisque 0 n'a pas de signe. Euh, je mets juste 0. Mais ça aura, dans quelques cas, un intérêt. Donc la limite, ici, de v de n, de la fonction inverse en plus l'infini, de la suite définie comme une fonction inverse, sera 0. Alors évidemment, si on prend un grand nombre ici, 1 sur, on remplace n par 10 puissance 3, en l'inverse de 1 sur 10 puissance 3, c'est 10 puissance moins 3, et 10 puissance moins 3, c'est 1 millième, donc c'est très petit. Ici, j'ai symbolisé donc une bande avec deux valeurs, alpha et bêta. Donc au lieu d'avoir une seule barrière, ici j'en ai deux, sauf que je ne considère pas ce qu'il y a au-dessus ou en dessous, ou au-dessus de la barrière, mais entre les deux. Et quelle que soit en fait la largeur de cette bande, quelles que soient les valeurs alpha et bêta, donc même si c'est très proche de 0, ici, très proche de l'axe des abscisses, même si elle est très fine, cette bande, eh bien, s'il existe un rang à partir duquel tous les termes sont dans la zone verte, dans la bande, alors la limite de cette suite est 0. Voilà comment, mathématiquement, on écrira qu'une suite tend vers une limite finie. On a vu l'infini,
la barre que l'on monte de plus en plus haut, et ici, pour une limite finie, c'est une bande qui est de plus en plus étroite, centrée en la limite que l'on veut. Donc pour alpha bêta aussi petit que l'on veut, on veut savoir si à partir d'un certain rang, toutes les valeurs de la suite appartiennent à cet intervalle. Et si c'est le cas, alors la limite, ici, de la suite, c'est L. Ici, l'intervalle est centré en L. Voyons un exemple où, justement, on n'a pas de limite. Eh bien ici, une zone verte, et là, une suite, ici, dont la forme explicite c'est sinus n, donc qui est portée par la courbe de sinus x. Sinus x se répète à l'infini. Donc si on réduit la bande, la largeur de la bande, on voit bien qu'il y aura toujours des valeurs à l'extérieur. Donc cette suite n'a pas de limite. Voilà pour tout ce qu'il fallait savoir, l'essentiel du cours sur les suites en première S. Je vous donne rendez-vous à la deuxième vidéo sur les exercices, les méthodes et la rédaction.